Et coucou à toi, on se retrouve donc comme chaque lundi pour un nouvel épisode et comme tu le sais, je pense maintenant, c'est que cet été j'avais très envie de développer le sujet de l'optimisme qui est clairement une compétence que n'importe qui peut développer. Et cette semaine, j'ai envie en fait de te parler de comment on peut mieux s'entourer en fait et donc être plus heureux parce que je sais que beaucoup d'entre vous souffrent de solitude ou de pas se sentir bien entouré ou de personnes toxiques et j'ai pu faire pas mal d'épisodes de podcasts sur notamment l'amitié, sur l'entourage, sur la toxicité, sur comment on peut choisir ses amis, repérer une relation toxique, la perversion narcissique. Ça a été vraiment des épisodes de podcasts que j'ai pu faire pas mal cette année et qui ont, je pense, trouvé, malheureusement, j'ai envie de dire, qui ont eu du succès parce que je pense que beaucoup en souffrent et je le comprends. Et bref, en tout cas, c'est un sujet que j'ai beaucoup développé. Et donc, aujourd'hui, je vais te parler effectivement de ce lien entre, pour moi, l'optimisme et l'entourage. Comme tu sais, actuellement, il y a un tarif préférentiel pour justement mon nouveau programme sur l'optimisme, que tu trouveras donc le lien, effectivement, soit sur mon site internet, soit sur mes réseaux, ou tout simplement en regardant la description de ce podcast, si jamais ça t'intéresse. Donc dans cet épisode, on va parler d'un sujet qui change, mais je pense toute notre vie, et c'est notre entourage en fait. Que tu sois, je sais pas moi, hypersensible, atypique, que tu sois papa, maman, que donc t'es ou pas d'enfant en fait, qu'importe ce qui se passe dans ta vie, tu sais à quel point les gens autour de toi t'influencent. Ils influencent ton humeur, ta confiance, mais aussi ton optimisme. Et d'ailleurs, vous avez été nombreuses à me dire à quel point, justement, c'était difficile de maintenir en fait une attitude, un mindset positif quand autour de soi, les gens ne le sont pas. Alors là, on est l'été. Normalement, quand tu écoutes cet épisode de podcast, je pense que c'est plus léger quand même. Les gens ont plus envie de moins de se prendre la tête et de plus de légèreté. Mais c'est quand même pas toujours facile. Et je me souviens vraiment moi-même, je suis de toute façon comme une éponge aussi. Et les gens que je fréquente ont forcément un impact sur moi. Je me rappelle à des moments où dans ma vie, j'étais extrêmement vulnérable, à fleur de peau, genre pendant les périodes postpartum, ça a été très difficile parce que j'ai des enfants qui, en fait, même à 3 ans et demi, ils font toujours pas leur nuit. Donc oui, on se sent vidé, on se sent épuisé, et c'est difficile d'être optimiste en fait dans ces moments-là. Peut-être que tu as des problématiques de santé, peut-être qu'il y a des imprévus dans ta vie, peut-être que tu es en difficulté financière, peut-être que... Je sais pas, mais en tout cas, oui, c'est difficile d'être optimiste tout le temps, et c'est pas du tout le but, et on parle bien dans ces épisodes de podcast comme dans mon programme, d'un optimisme lucide et non pas naïf. Je t'ai fait tout un épisode il y a 15 jours sur le sujet d'ailleurs. Donc, ce qui est important en fait, c'est aussi de se dire que l'entourage a une fonction hyper positive. Parce que, par exemple, quand tu vas pas bien, juste, je sais pas, passer un bon moment avec une amie en fait, où tu te sens comprise, pas jugée, mais écoutée, de suite tu te sens un peu reboostée en fait. Et en réalité, les gens qu'on fréquente le plus ont vraiment un impact important pour nous. Et c'est pas juste une phrase à la mode d'entendre par exemple qu'on est la moyenne des gens qu'on fréquente, même si bien sûr c'est pas si simple que ça. Mais par contre, je suis allée creuser, et notamment pour la création de, de mon programme, mais sur la science en fait. Qu'est-ce qu'elle en pense en réalité? Et oui, ça a été prouvé, et je vais t'en parler aujourd'hui, de l'impact énorme en fait sur notre bonheur en fait. Et surtout lorsqu'on est atypique et qu'on ressent les choses mais fois 1000. Aujourd'hui, je vais donc t'expliquer pourquoi ton entourage est si important, comment il peut nourrir ton optimisme ou pas, comment justement peut s'entourer en fait de manière plus consciente, même si tout ça s'est développé dans un des niveaux justement encore une fois, de mon programme sur l'optimisme. Alors pourquoi ton entourage, il est crucial? En fait, si tu es par exemple dans une famille d'hypersensibles, tu sais que les émotions en fait circulent comme des éclairs en fait, un mot, un regard et hop, en fait tout le monde le ressent. Mais au-delà de ça, la science, elle nous dit qu'il y a la qualité de la relation. Et ça, c'est un plus grand prédicteur, en fait, de notre bonheur. Il y a une étude incroyable. Moi, j'adore les études longitudinales, tu sais. C'est quand on suit les gens sur plusieurs années. Et là, en fait, on a suivi des milliers de personnes sur plus de 80 années. C'est énorme, en fait. Ça a été fait à Harvard, voilà. Et ils ont trouvé que c'est pas l'argent, pas la carrière, pas la gloire qui rend heureux à long terme. Ce sont des liens sociaux de qualité. Et je sais que beaucoup d'entre vous recherchent justement ça, des liens avec une vraie authenticité. Les gens qui ont des relations positives avec leurs conjoints, leurs enfants, leurs amis, leurs collègues, qu'importe, ils vivent plus longtemps avec moins de stress et plus de confiance en eux. À l'inverse, les relations toxiques, négatives en fait, elles peuvent littéralement vous rendre malade.
plus d'anxiété, moins d'estime de soi, c'est beaucoup plus difficile. Et donc quand on est en plus hypersensible, en réalité on ressent encore tout fois 1000 quand on est vraiment atypique, oui, on se contamine les uns les autres en fait. Donc ça va être hyper important de se dire, ok, vu que ça, c'est un lien avec ma santé mentale et physique, il faut faire attention. Il y a le neuroscientifique Matthew Lieberman qui explique que notre cerveau, il est câblé pour le lien social, même si on est plutôt timide ou réservé. Quand on se sent rejeté ou critiqué, ça active les mêmes zones que la douleur physique. Ouais, t'as bien entendu. C'est-à-dire qu'une remarque blessante fait aussi mal que si tu te prenais un coup. Et je suis sûre que tu le sais. Et en plus, la douleur elle reste beaucoup plus longtemps parce qu'après, ça peut même créer en fait des mini-traumatismes pour plus tard. Donc, quand on est en plus atypique, je trouve c'est d'autant plus intense en fait. Parce qu'on va capter toutes les nuances émotionnelles, on va lire entre les lignes. C'est vraiment des fois épuisant le lien social et c'est pour ça que vous êtes nombreux et nombreuses à vous couper de ça. Et ce que je comprends, et je juge pas, je le comprends. Mais dans cet épisode, c'est pour t'expliquer que c'est légitime que tu aies fait un choix pareil. Forcément, il fallait que tu te protèges. Mais imagine un moment si tu pouvais en fait avoir un entourage qui au contraire te fait du bien en fait. C'est-à-dire qu'il ne va pas être vidé, mais au contraire ça va te remplir de choses positives. Alors, je reprends un peu la base de pourquoi on est en fait si influencé par notre entourage. Et c'est là où la psychologie sociale entre en jeu. Et je trouve que c'est un sujet fascinant. Ton cercle social, que ça soit ta famille, tes amis, même les gens que tu vois souvent en fait, je sais pas si tu vois ton facteur tous les jours ou ta boulangère, ça agit comme un miroir en fait, à un moteur pour ton bien-être. Déjà parce qu'il y a ce qu'on appelle l'imitation sociale. En fait, le fameux neurone miroir, je suis sûre que tu as déjà entendu, on a tous cette tendance naturelle à adopter aussi les attitudes et les émotions en fait de ceux qui nous entourent. Si ton meilleur ami par exemple, il est super optimiste, tu vas commencer à voir les choses avec plus de légèreté. Tu vas garder ta personnalité si toi tu l'es pas, mais quand même. Si ta belle-mère par exemple, je sais pas, elle râle tout le temps, au contraire, toi aussi, ça va un peu te tirer vers le bas. Dans une famille hypersensible, c'est encore plus fort en fait. Imagine si tu as un ado qui a un TDAH en fait, et qui est dans plein de tourbillons émotionnels par son âge, et si ses copains passent leur temps à se plaindre tout le temps en fait de leurs profs et tout, en fait lui il va absorber cette négativité comme une éponge en fait. Mais s'il traîne avec des amis qui au contraire en fait vont toujours voir les profs qu'ils aiment bien et qui vont valoriser les matières qu'ils aiment, lui aussi va le faire. Ça va, voilà, je suis sûre que tu l'as déjà vu auprès de tes proches, c'est la même chose pour toi. Il y a aussi ce qu'on appelle le renforcement mutuel. En fait, dans un groupe positif, on se booste les uns les autres. Par exemple, dans une famille atypique, en fait, si tu encourages ton conjoint à exprimer ses émotions sans honte parce que toi-même tu le fais, et que lui, il te soutient par exemple dans tes projets, des choses comme ça, en fait, c'est un cercle vertueux que vous créez ensemble. Il y a une étude en 2018 dans Journal of Social Psychology qui montre que les groupes optimistes stimulent la persévérance et la créativité. À la maison, par exemple, c'est la même chose. Ça peut se traduire par des moments où vous brainstormez ensemble pour résoudre un problème dans la famille, par exemple. Vous trouvez une activité qui vous plaît tous ensemble alors que vous avez des enfants d'âge différents. Voilà, c'est des choses qui sont super chouettes. Et c'est ce qu'on appelle aussi la contagion émotionnelle. Alors, c'est des termes en psychologie qui sont connus, mais je ne sais pas si tu les connais. Les émotions, on pourrait le voir, j'aime pas trop cette idée-là, mais comme un virus, tu vois, d'une certaine manière. En fait, ça se propage. Et il y a justement une étude en 2014 sur les émotions qui a montré que si tu es entouré de gens qui sont stressés, eh bien, ton niveau de cortisol, qui est donc l'hormone du stress, alors que tu n'étais pas stressé de base, grimpe. Ils ont fait comme ça des expériences où on faisait venir quelqu'un dans une pièce où il ressentait le stress ambiant, en fait, alors que les gens ne parlaient pas, ils ne savaient pas ce qui se passait. Mais ça se ressent, en fait, quand les gens sont stressés. Et du coup, ça les stresse aussi, en fait. Et dans une famille hypersensible, c'est encore plus vrai, en fait, quand on est atypique. Si, je sais pas, par exemple, ta sœur te bombarde de messages, en fait, qui sont assez pessimistes en te montrant à chaque fois l'actualité, et t'envoie toujours des vidéos de choses qui se passent... Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant la période de Covid, c'est exactement ce qui se passe quand il y a une guerre. Enfin, voilà, et ça fait ruminer, et tout le monde se sent stressé, et tout le monde se sent mal. Donc même si tu passes du temps avec une amie qui te fait rire, eh bien en fait juste ça va alléger toute la dynamique de la famille. Et c'est ça qui est hyper intéressant en fait. Et bien sûr, il y a aussi la validation sociale. En fait, on a tous et toutes besoin que nos choix et nos valeurs soient reconnus. Si ton entourage te dit « t'es trop émotive », tu vas douter de toi. Mais si tu te dis oh, « mais franchement, j'adore ta sensibilité parce que en fait, avec toi, je peux être moi-même », au contraire, tu vas davantage oser être toi.
Alors, n'hésitez pas à me dire là, et réfléchissez à tout ce que je viens de dire, et n'hésitez pas à me dire là en commentaire, dans ton entourage, est-ce que tu as la sensation d'être validé pour tes singularités, ou est-ce qu'au contraire, ça te fait douter en fait? Parce que ça va être hyper important, parce que du coup, ça va t'amener une autre vision de toi-même. Maintenant, essayons de parler d'un lien qui est clé, donc entre l'optimisme et le cercle social. Parce que oui, ton optimisme, en fait, et celui de ta famille, dépendent énormément des gens autour de toi. Et l'inverse est aussi vrai. Si tu es optimiste, tu vas naturellement attirer des personnes positives. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que si tu veux être entouré de personnes positives, sois-le déjà toi-même, en fait. N'attends pas, ne mets pas tout sur le dos des personnes qui t'entourent, en fait. Ça serait vraiment justement, tu serais dans une vision plutôt pessimiste, hein, en disant, oui, mais c'est la faute des autres, c'est sûr que c'est pas facile, parce que mon père, il est comme ci, moi, à la maison, ça a toujours été comme ça, puis mon conjoint, ok, en fait, ça fonctionnera pas du tout. Sois d'abord ce que tu as envie d'avoir. Il y a Martin Seligman, qui est vraiment le père de la psychologie positive. C'est pour expliquer que l'optimisme, pour lui, c'est vraiment d'abord une qualité personnelle, avant d'être une dynamique sociale. Quand tu choisis de voir les opportunités, même dans les moments durs, tu inspires les autres. Et c'est la même chose. À l'inverse, c'est aussi vrai, si effectivement, tu vois les choses de manière très négative, ça va aussi influencer les autres. Et je peux t'assurer que j'étais pas forcément, moi, dans un entourage positif, absolument pas. Mais à force de l'être et à force de travailler sur mon optimisme, j'ai attiré à moi des personnes qui avaient envie d'être optimistes avec moi, en fait. Et naturellement, d'ailleurs, j'agace les personnes qui n'ont pas envie de l'être, parce que ça les rebute. Voilà. Et je suis persuadée qu'en préparant ce programme et en préparant tous ces épisodes de podcast que j'ai fait durant ces longs mois, je suis persuadée qu'il y a des gens que ça va rebuter, que ça va être insupportable, qui vont réinterpréter mes propos en disant « Ah ben voilà, il faut faire comme si tout allait bien », alors que c'était pas du tout mon discours. Hein. Mais voilà, parce que ça les rebute et c'est insupportable, en fait. Le but, en fait, ça ne veut pas dire qu'il faut aussi couper les ponts avec tout le monde ou ignorer les gens qui sont en difficulté. Ça ne veut pas dire que les gens pessimistes, on se dit, allez, c'est bon, je ne les vois plus, pas du tout. Mais c'est juste de poser des limites, en fait. Par exemple, si ta belle-sœur passe son temps à juger ta façon, par exemple, d'élever tes enfants, tu peux choisir de limiter les discussions sur la parentalité parce que c'est un sujet sensible avec elle, tu vois. Il y a Seligman qui insiste, l'optimisme se nourrit dans un environnement où on se sent soutenu. Alors essaie de regarder autour de toi, en fait. Qui dans ta vie te pousse à voir le beau et qui au contraire te tire vers le bas? Tu sais, les gens qui critiquent toujours, ça nous pousse vraiment vers le bas, ça ne sert à rien, vraiment, vraiment. Donc si je sais pas, là, il y avait un moment avec tes copines, elles ont toutes besoin de cancaner sur quelqu'un d'autre, de râler sur quelqu'un d'autre. Tu peux faire soit le choix de râler avec elles, alors c'est sûr que ça fait un sentiment d'appartenance, mais est-ce que vraiment c'est positif? Je pense pas. Tu peux être aussi celle qui n'en rajoute pas, ou qui propose un autre sujet de conversation, et ça veut pas dire que tu les critiques parce qu'elles critiquent, c'est juste que toi t'as pas envie en fait de polluer ton esprit là-dessus. Et en fait naturellement, tu vas parler de choses positives et tu vas voir que en fait leur sujet, et ça tourne en boucle quand il y a des jugements, des critiques, elles vont changer de sujet et elles vont adhérer certainement au tien aussi. Donc on va essayer de passer à l'action. Comment on fait pour mieux s'entourer? Donc la première chose, c'est de travailler soi-même son optimisme. Parce que ça attire les gens positifs. Les gens positifs ne sont pas attirés par les gens négatifs. On a tendance plutôt justement à les fuir. Voilà. Du coup, la première chose, c'est aujourd'hui d'identifier tes alliés en fait. Prends un moment pour lister les gens qui te font te sentir bien. Ça peut être une amie qui écoute tes doutes sans te juger, un prof que tu as, ou je sais pas, ou un boss qui valorise la créativité, ou bien voilà, même un prof de ton enfant en fait, qui le valorise. Ça peut être quelqu'un comme ça, hein. Ça peut être un ami ou un conjoint, voilà, conjointe qui te rappelle que ta sensibilité est une force, voilà. Dans une famille, ces personnes sont des pépites, c'est hyper important si en plus c'est dans ta famille, mais des fois c'est pas le cas. Par exemple, j'avais une maman que j'avais accompagnée dans mes accompagnements individuels et qui a trouvé en fait ça dans une association locale. Elle avait personne autour d'elle et en fait, elle voulait aller dans une association, je sais plus d'aide, je sais plus ce que c'était. Et en fait, elle a trouvé des gens hyper positifs et ça, elle disait c'est vraiment mon réservoir à moi chaque semaine et j'y vais en fait pour ça en vrai. Et au fur et à mesure, ses enfants sont devenus amis avec ses enfants et ce sont des relations qu'elle a maintenant dans son cercle en fait. Et il y a eu moins de stress à la maison et c'était chouette. Donc la deuxième, c'est donc privilégier la qualité. T'as pas besoin de 50 amis. Parfois, quand j'ai parlé d'amitié, les gens ils disaient, moi je les compte sur le doigt d'une main, mais en mode un peu négatif, quoi. En mode, j'en ai pas beaucoup. Mais en réalité, les amis, il faut pas en avoir 50, hein. Parce qu'un vrai ami, ça demande du temps.
en fait. Il faut prendre des nouvelles, il faut être disponible pour eux, il faut penser à leur anniversaire. Enfin voilà, il y a aussi des preuves aussi d'amour et d'affection qu'on doit faire. T'imagines si t'avais 50 amis, mais je veux dire, oh mon Dieu, mais tu passerais ton temps à faire ça, t'aurais plus de vie en fait. Donc t'as pas besoin de 50 amis, vraiment pas. Et c'est très bien d'en avoir peu, parce que comme ça tu peux vraiment te donner dans la relation et vice versa. Donc quelques relations profondes et positives, mais valent mieux qu'un réseau toxique. Choisis des gens qui partagent tes valeurs, comme l'authenticité ou l'empathie, la bienveillance. Si ton entourage comprend en fait aussi ton atypie, qui tu es, mais ça changera tout. Si tu te sens à l'aise et que tu sens que tu peux être toi-même, ça changera tout. Ose dire non. Ça, c'est hyper important. Si une relation, elle te vide, par exemple, je sais pas, une collègue qui fait que critiquer tout le temps, essaye de prendre du recul en fait. Pas besoin de couper les ponts encore une fois, hein, mais limite peut-être le temps passé avec elle. Ou bien, par exemple, si c'est à la machine à café, tu la croises tout le temps, invite une autre collègue à venir avec vous parce que ça va changer la dynamique et peut-être que ça sera moins négatif et moins prégnant en fait pour toi. Donc il faut aussi te protéger ou bien dire non, que là t'es pas disponible et donc au lieu de prendre le café tous les jours avec elle, une fois sur deux, ça suffira, tu vois. Investis aussi dans des activités qui sont positives. Par exemple, tu peux rejoindre des groupes qui correspondent à tes passions ou celles de ta famille. Par exemple, je sais pas, tu as toujours rêvé de faire du dessin. En fait, tu vas en fréquentant des gens qui font une passion, souvent c'est plus positif parce qu'ils sont heureux d'être là en fait. Ils sont en train de faire quelque chose qui les passionne. Donc du coup, voilà, si je sais pas, tu as envie de te mettre à l'escalade et que tu vas en fait voir des gens qui font de l'escalade et que tu vas... en fait, les gens ils sont contents d'être là encore une fois. Donc ces activités, en fait, ça va faire du bien. Donc ça peut être des associations, ça peut être des activités, des passions, qu'importe. En fait, ces espaces, ils attirent les gens qui vibrent pour ce moment-là. Et j'ai déjà vu, moi, des familles vraiment que j'ai pu accompagner se transformer tout simplement parce que chacun avait un moment comme ça où ils se donnaient du temps pour leur passion, mais aussi ils partageaient avec d'autres personnes passionnées. Mais c'est incroyable la passion. Et en tant que personne atypique, on est des personnes passionnées en fait. Donc développe ça. Et le dernier point, sois authentique. En étant toi, avec tes forces et tes vulnérabilités, tu attireras de toute façon les bonnes personnes. Si tu montres à ton entourage comment tu es et que c'est une richesse et que tu n'as pas à en avoir honte, ils commenceront aussi à le voir, mais ça commence par toi en fait. Donc demande-toi là maintenant, quelle est la chose que tu pourrais faire cette semaine pour te rapprocher de personnes positives. Mais ça peut être comme écouter ce podcast, par exemple. N'hésite pas à passer ce podcast à d'autres personnes et peut-être que ça sèmera des graines de positif autour de nous, quoi. Je pense que c'est important de se protéger des influences qui sont négatives sans se culpabiliser en fait. Des fois, prendre soin de son entourage, justement, c'est aussi savoir se protéger des influences négatives. C'est un peu ce masque à oxygène dans l'avion. D'abord, tu le poses pour toi pour le mettre sur les autres, en fait. Si tu commences à le mettre pour les autres, tu auras le temps de mettre peut-être qu'un seul masque à une personne et toi, tu seras morte et tu seras sacrifiée. Si tu le mets pour toi, tu auras peut-être le temps de mettre à 1, 2, 3, 4 personnes, je sais pas, tu vois. Je sais que c'est pas facile, surtout en fait quand on a une famille atypique, que en fait tout va vite autour de soi, qu'on a le temps de rien, qu'on a l'impression de ne jamais en faire assez parce qu'on culpabilise beaucoup en tant que surtout de femme, c'est toujours comme ça. Mais je pense que tu peux, en fait, tu peux pas te sentir coupable de prendre soin de toi, c'est hyper important. Prendre soin de toi, c'est prendre aussi soin des autres d'une certaine manière. Si tu peux le voir comme ça si tu préfères. Après, je pense que c'est pas forcément une idée que j'ai envie de développer parce que je me dis qu'on a aussi le droit de prendre soin de soi juste pour prendre soin de soi, tu vois, et pas toujours dans l'idée de prendre soin des autres. Mais bon, après, si ça peut passer par là en attendant, ma foi, on prend ce qu'on a. Donc ça, c'est hyper important. T'as pas besoin de te confronter tout le temps à des gens qui comprennent pas, d'accord. J'aime beaucoup, par exemple, les accords Toltec. Le deuxième, c'est dit, ne prends rien personnellement. Donc si quelqu'un te critique, ou critique ton enfant, je sais pas, ça, en fait, dis-toi que ça reflète ses propres peurs. Ça, c'est pas ta valeur, en fait. C'est juste un effet miroir, d'accord ? Bon, voilà. Je sais pas si ça a pu t'aider. Là, c'était vraiment pour mettre en cohérence l'optimisme et l'entourage. Mais si jamais tu veux creuser le sujet, tu sais, t'as mon programme sur mon site internet ou là, en description, tu trouveras le lien. Donc, on arrive au bout de cet épisode. Et j'espère vraiment que tu repars avec une envie. C'est, en fait, de faire ton entourage un allié pour ton bonheur, pour toi, en fait. Comprendre que mieux s'entourer, c'est quelque chose de normal, c'est naturel de vouloir bien s'entourer, que si tu veux être plus optimiste, à la fois il faut aussi choisir des personnes qui le sont, mais pour avoir des personnes qui le sont autour de soi, ça commence aussi par soi en fait. Et que tout ça c'est une condition essentielle pour tout simplement être mieux dans sa vie. Ton entourage c'est à la fois un miroir et un moteur. Chaque relation
elle compte double quand on est atypique, j'ai envie de dire, parce qu'on ressent tout intensément. Alors choisis des gens qui t'élèvent en fait, qui célèbrent tes singularités, qui sont pas jaloux de toi, qui sont heureux pour toi, même si parfois on peut s'envier les uns les autres parce que peut-être qu'une amie a quelque chose que tu aimerais avoir, mais c'est plus de l'envie, t'es pas jalouse, t'as pas envie de lui enlever ça, t'es quand même heureuse pour elle en fait. C'est exactement la même chose. Choisis des gens qui vont être heureux pour ce que tu as et qui vont t'aider quand ça va pas aller. Voilà. Et j'espère que cet épisode t'aura aidé. Encore une fois, n'hésite pas à me faire un retour sur les réseaux sociaux ou de laisser un commentaire ou de noter cet épisode de podcast et bien sûr de le partager. Je te dis à la semaine prochaine pour essayer de voir les choses un peu autrement encore sur un autre sujet, toujours en lien avec l'optimisme. Bonne semaine à toi.